De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à un autre balado de Quoi tu parles de, toujours avec ce mandat de l'industrie pro de la musique. Puis aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important et c'est le réseau de diffusion, tant au Québec qu'hors Québec, qu'international. On va aller worldwide, oui, pour justement voir ce gagne-pain-là des artistes, comment y accéder. Puis aussi, l'envers de la médaille du diffuseur. Souvent, on pense d'artistes à diffuseurs, mais comment que les diffuseurs pensent envers les artistes, leur salle de spectacle, les agents, les producteurs et tout ça. Puis on a une personne formidablement placée pour le faire. Une autre rousse, donc déjà là, ça part bien. Marilyn Gagné, coordonnatrice service aux membres et formation continue à Rideau. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Ça va très bien. On est super content de t'avoir ici justement pour parler de ce grand mystère, si on veut, de ce qui est de maintenant, comment on peut avoir accès à tous ces réseaux de diffusion-là qui ne cessent de s'inventer, se réinventer, puis bien évidemment que les gens se rendent vraiment loin avec des nouvelles idées de comment qu'on peut émettre un spectacle nécessairement. Puis on a hâte de pouvoir justement discuter ça avec toi, tant au niveau professionnel du côté de l'industrie que du côté de l'artiste, que du côté du gérant, que du côté du booker. Donc, c'est vraiment cool. Je vais essayer de répondre le mieux possible. Là. Moi, je vais vraiment avoir le chapeau diffusion, donc je vais faire de mon mieux. Je vous le jure. Absolument. Je pense que ça va être super intéressant justement que tu aies ce chapeau de diffusion-là, que pour des artistes qui sont à l'écoute, que souvent, c'est une grosse question qu'on se pose, puis on peut peut-être commencer avec ça. Quand on fait une vitrine, quand les artistes font des vitrines, on est toujours en train de se questionner, les diffuseurs veulent voir quoi? On a 15-20 minutes sur scène, on leur présente ce qu'on pense être la meilleure représentation de notre spectacle qui pourrait possiblement remplir une salle si nous book. En tant que diffuseur, concrètement, quand que vous êtes dans le public, que vous regardez ces vitrines-là, c'est quoi les choses concrètes que les artistes ils devraient penser que vous recherchez? Ben, tu l'as un peu dit, dans le fond. Quand on parle de vitrine de spectacle, surtout en musique, le diffuseur, ce qu'il veut vraiment voir, c'est de quoi va avoir l'air son spectacle vraiment fini, complet dans sa salle. Donc, c'est d'aller dans comme vraiment un beau mélange de qu'est-ce que le spectacle complet propose, quelque chose de, tu sais, supposons que vous avez des chansons un peu plus douces puis d'autres plus rock, ben, tu sais, de faire un condensé vraiment de qu'est-ce que pourrait avoir de l'air, tu sais, oui, autant, tu sais, dans le calme, mais autant aussi dans l'éclatement, dans le rock, dans le, tu sais, donc c'est vraiment ça que le diffuseur veut voir. Il veut avoir un petit extrait pour vraiment être capable d'imaginer le spectacle complet. Et en musique, c'est souvent plus facile de faire cet exercice-là parce que nous, tu sais, à Rideau, on est pluridisciplinaire, donc des fois, des vitrines en théâtre, c'est pas gagnant. Ou s'il faut, c'est soit on fait des mélanges ou on fait des coupures, puis c'est pas non plus, ça rend pas des fois oui. Mais des fois, ça rend tellement bien que c'est pas non plus ce que le spectacle a l'air. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'à Rideau, quand on parle d'autres disciplines que musique, soit en théâtre, en danse, en cirque, en art de la parole, on essaie le plus possible de faire des intégrales. Et sinon, pendant l'événement Rideau aussi, on a les présentations express. Donc ça, pour, supposons, un spectacle de musique, c'est intéressant de savoir le processus de création, comment on en est venu là, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le message que l'artiste a voulu véhiculer, puis d'avoir un petit extrait punch aussi pendant parce qu'on parle de 8 minutes, les présentations express, donc c'est assez expéditif. Donc, faut être capable vraiment de cerner l'essence même de l'artiste et de à quoi va avoir de l'air le spectacle. C'est vraiment ça. La meilleure façon de vendre son spectacle, c'est de pouvoir y avoir accès puis de voir l'artiste sur scène. Donc, voilà. C'est vrai qu'en format de diffuseur, tu parles, c'est important de montrer, par exemple, pour les artistes que tu as des chansons plus lentes, des chansons plus up-tempo, plus rock, peu importe, mais il faut aussi que tu penses que tu as des salles de spectacle, tu as des centres communautaires des fois, tu vas avoir différentes salles, tu vas avoir aussi des diffuseurs de festivals. Fait que certains scolaires aussi. Exactement, des représentants scolaires. Grosse partie. Oui. Donc, c'est important de pouvoir essayer de toucher justement un peu à tout ça, soit connaître ton public, bien évidemment, connaître c'est où ce que toi tu veux te retrouver, mais aussi essayer de plaire à tous ces gens-là. Puis c'est un peu ça le défi d'une vitrine en 20 minutes, d'être capable de pouvoir justement toucher à tout ça.
Exactement. Puis tu sais, le rôle d'une vitrine, c'est vraiment de montrer l'essence même de à quoi va avoir l'air le spectacle. Après, on parlait de bookers tantôt, c'est eux qui sont les mieux placés pour après aller faire des contacts directs avec le diffuseur selon un peu ce qu'il voit de l'artiste. C'est quoi son plan pour son artiste, c'est de commencer dans des plus petits lieux, puis après ça d'aller dans des salles un petit peu plus établies. Donc après, c'est le rôle du booker de faire ce spectacle-là, moi, je commence à le voir comme ça, comme ça, comme ça, pour après ça viser peut-être des plus grandes salles. Donc, il y a comme vraiment les deux choses. Donc, le booker qui présenterait une vitrine à l'événement Rideau, par exemple, qui est en début d'album ou de processus pourrait lui faire, tu sais, nous, là, ce qu'on vise cette année, c'est d'aller voir ce festival-là, ce festival-là, ce festival-là, parce qu'on voudrait le placer comme ça. Donc, tu sais, oui, de faire une bonne vitrine, puis évidemment que si c'est vraiment une bonne vitrine, ça se peut que des grandes salles veuillent prendre le risque de prendre un artiste un peu moins établi ou de la relève pour faire, hey, moi, j'y crois à ce projet-là. Mais il y a vraiment aussi ce côté-là de développement de la carrière de l'artiste qui vient ici du booker. Donc, des fois aussi, c'est bien intéressant pour le diffuseur d'entendre écoute, moi, pour cette année, mon artiste, je le vois pas encore là, je le vois peut-être chez vous dans 2 ans. Puis là, après ça, c'est ça, il y a comme une espèce de jeu, pas de jeu, mais tu sais, on en parle, on en discute, qui va convaincre l'autre et tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'histoire plus le business là à travers tout ça. Mais ouais. Mais tu lèves un point intéressant, justement, comme ce concept d'artiste en émergence-là versus, si on veut, un artiste établi, grand public. En tant que diffuseur, comment est-ce que vous faites, justement, on sait que les salles, évidemment, il y a un balance, c'est pas juste des Michel Rivard de ce monde qui font des tournées puis ça remplit la salle. Tu sais, il y a quand même des artistes émergents, mais comment est-ce que vous choisissez en tant que diffuseur quel artiste émergent ou quelle place dans la programmation occupent les artistes émergents? Donc là, c'est sûr que je vais parler un peu comme je pense parce que Oui. Rideau, on décide pas de la programmation. Non, bien évidemment. Non. Donc chaque diffuseur a sa couleur, sa direction artistique un petit peu et qu'est-ce qu'il veut mettre de l'avant dans sa salle. Donc c'est vraiment un côté artistique de chacun d'entre eux qui vont décider. Tu sais, des fois il y a des diffuseurs qui ont ils ont un côté émergent un peu plus important parce qu'ils ont des plus petites salles qui peut aussi faire une espèce d'écosystème juste dans leur organisme de diffusion. Donc, on le commence ici, puis après, on travaille avec lui pour après ça vouloir le mettre dans une grande salle. Mais, tu sais, pour choisir un artiste versus un autre, ça vient quand même de la personne. Tu sais, il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'émotif avec une proposition. Après ça, c'est vraiment de la jonglerie avec un horaire de salle, avec des horaires de montage aussi. Donc, il faut calculer ça. Donc, un diffuseur pluridisciplinaire qui veut faire du scolaire pendant le matin, ben des fois la veille au soir, il peut pas programmer un spectacle parce qu'il doit être en montage. Tu sais, il y a tout cet univers-là aussi. Donc, tu sais, qu'ils en choisissent un plutôt qu'un autre, ça peut être vraiment un coup de cœur artistique. Ça peut être aussi la facilité de travailler avec l'agence, avec un booker. Donc, on le sait que c'est facile, c'est pas beaucoup. On le sait qu'on va être bien accompagné là-dedans, dans la promotion. Donc, tu sais, ça peut être vraiment beaucoup de critères. Puis après ça aussi, il y a la proximité. Tu sais, des fois, un artiste qui vient du petit coin du lieu, qui vient cogner à la porte, puis que le diffuseur fait Hey, c'est quelqu'un de chez nous, on va essayer de lui donner une première chance en première partie, en faisant un plateau double, en faisant tu sais, il y a toujours façon d'essayer de mettre un artiste en lumière. Donc, mais c'est ça. Donc, tous les diffuseurs sont différents, donc on a 168 membres à Rideau et 168 différences en modèle d'affaires, en grosseur. Donc, je te dirais qu'une réponse générale un peu comme celle-ci. Puis c'est vrai que c'est une réponse. Je veux dire, tu peux pas. On généralise parce que tout le monde a tellement un créneau différent, peut tellement une spécificité
quelque chose de très spécifique à eux, à leur public, parce qu'ils répondent aussi aux exigences de leur public. Qu'est-ce que leur public veulent? Faut pas oublier ça aussi. On peut proposer plein de trucs en tant qu'artiste, en tant que gérant d'artiste ou bien que booker, mais ça reste que à un moment donné, si ça fit pas, aussi. Fait qu'il faut cogner aussi aux bonnes portes. Ouais. C'est ça, je pense, qui est le défi aussi, c'est de savoir exactement où cogner. Puis, par exemple, nous, dans le Hors-Québec, donc nous, on se situe en Ontario, mais un peu partout dans le restant du Canada, on a des belles salles de spectacle aussi. On a des gens qui font de la diffusion, mais on en a évidemment un peu moins que, par exemple, au Québec. Puis, on a beaucoup de salles qui sont pluridisciplinaires. Donc, on peut avoir un spectacle la veille, mais dans le jour, il pourrait avoir, par exemple, un tournoi de pickleball, tu sais, puis ça fait partie de notre réalité. Donc, c'est certain que ça va aussi engendrer, si ton temps de montage pour ton spectacle est de, par exemple, 5 heures, ben c'est certain que tu vas avoir un peu de réalité, un reality check, comme on dit, de faire, OK, ben là, il va falloir le faire en moins de temps parce que la salle est occupée dans le jour ou est occupée tout de suite après. Est-ce que c'est des genres de choses que vous devez, vous autres aussi, penser quand que vous avez différentes formules qui est proposée, tout ça? Ben là, c'est sûr que, tu sais, pour clarifier la chose, là, tu sais, Rideau, là, vraiment, là, c'est une association, on organise un grand événement. Dans ces affaires-là, vraiment précises, là, peux-tu couper mon montage? Je peux pas répondre à ça. Il y a certains, c'est certain qu'il y a des producteurs ou des agences qui peuvent faire, écoute, on peut en discuter, tu sais, il y a des formules réduites aussi qui existent des fois, qu'on peut proposer, qui sont pas nécessairement connues au grand jour. Mais, tu sais, il faut savoir que si le spectacle requiert un 5 heures de montage, ce n'est pas pour rien. Souvent, si on diminue ce temps-là, c'est peut-être pour un résultat qui serait moins professionnel. Après ça, on peut parler de tout et de rien. Donc, il suffit d'ouvrir la conversation avec la personne qui représente le spectacle. Donc, c'est ça, ces choses-là de très précis, ça, je peux pas vraiment m'avancer, malheureusement. Je pense que c'est plus au niveau, comme avec les histoires que vous entendez, bien évidemment, avec les membres et tout. Fait que c'est plus d'avoir cette réflexion-là, mais je trouve que c'est très, très bien répondu. Donc, Ben, tu sais, en fait, là, tu sais, le plus simple, là, c'est de parler. C'est tout, tu sais, il y a pas il y a pas de trucs d'affaires, il y a pas d'affaires qui se font s'il y a pas de discussion. Tout le monde est ouvert, tout le monde est humain. Après, tu sais, il y a des choses qui peuvent se dire, de se demander, puis l'autre personne va faire c'est vraiment pas possible ou hey, écoute, je pense qu'on pourrait faire quelque chose pour toi et tout. C'est vraiment d'ouvrir la discussion là dans ce cas-là, c'est un peu ce que j'ai le goût de répondre. Dans un aspect de réalités qui sont quand même différentes souvent, ouais. Surtout en tant que hors Québec, on est toujours comme qui ont la vie belle au Québec, regarde les belles salles, regarde ce circuit-là. Tu sais, faire une tournée en Ontario, tu vas faire du millage, puis tu vas pas faire beaucoup de salles. Tandis qu'au Québec, tu sais, tu pourrais faire ben là, j'étais à Laval, puis là, on va faire un show à Montréal, puis c'est quoi de même, on est à Longueuil, puis il y a des publics pour ces 3 places-là, tandis que si tu fais un show à Ottawa, ben t'as épuisé Ottawa pour les prochains 8-9 mois. Tu sais, fait qu'il y a cette réalité-là aussi qui vit un peu similairement aussi en Acadie, dans l'Ouest aussi, surtout. Fait que, tu sais, en côtoyant justement des diffuseurs, des gros diffuseurs québécois, en côtoyant aussi des bookers, des artistes qui viennent de ces réalités hors Québec-là, en tant que Rideau, c'est quoi les plus grosses choses que vous voyez comme des différences? Des fois, ça peut être même des obstacles sur les différentes réalités, puis surtout les attentes que peuvent avoir différents artistes. Ben tu sais, la réalité de la distance et tout, on la connaît aussi avec nos réseaux qui sont dans l'Est du Québec, le Rosec et même l'Abitibi, Spectour, qui eux ont vraiment cet enjeu-là. En Abitibi, faut que tu fasses 6 heures de route avant de te croiser la première ville. Donc, faut vraiment que tu veuilles y aller. Puis c'est aussi pour ça que les diffuseurs travaillent ensemble, parce que pour faire venir un spectacle jusqu'en Gaspésie ou jusqu'à Sept-Îles, il faut que tu sois capable de convaincre ou qu'on travaille ensemble, parce que comme un artiste qui voudrait faire l'Est du Québec ne peut pas faire Montréal-Gaspé et revenir à Montréal. Tu sais, c'est juste en termes environnementaux et tu sais juste l'écosystème
peine n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut être capable au moins d'attacher quelques dates ici et là pour que ça vaille la peine de faire, de se rendre jusque-là. Donc, tu sais, en Ontario ou dans l'Ouest, ça peut être un peu la même chose. Donc, tu sais, il y a le réseau Ontario qui travaille certainement ensemble pour faire du block booking ou tu sais de montrer un intérêt vers un spectacle qui fait OK, nous on se commet et on fait venir cet artiste-là pour que ça vaille la peine de le faire déplacer. Donc ça c'est des choses qui se font au Québec et même probablement ailleurs là. C'est vrai, parce que je pense qu'on connaît tout au moins une dizaine d'artistes qui ont tous fait des shows à Bay James. Puis on s'entend que la Bay James, c'est peut-être une des places les plus isolées à se rendre en char. T'as une pancarte qui dit « Gaz maintenant, sinon bonne chance Ouais, ». Essentiellement. Fait que c'est quand même, c'est des réalités. Puis je pense que des fois, en tant que pieux hors Québec, là, des fois on vous envie, on est comme « Ah, que la vie est belle », mais au final, c'est les mêmes réalités. C'est juste que peut-être sur une différente envergure là aussi. Là, fait que, Avec un plus grand bassin concentré. c'est ça, ouais. Ouais. Tu as mentionné quelque chose qui m'a fait rire puis que je suis d'accord tantôt. Tu as dit que c'était un peu un jeu, la relation entre justement un artiste ou évidemment un diffuseur puis évidemment un booker. C'est comme un peu un échange. C'est quelque chose qui peut persister. Par exemple, des fois, on peut avoir une vitrine à rideau et puis ça fonctionne pas à rideau, mais là, tu as une vitrine à Contact West, par exemple. Tu as des gens qui t'ont vu à rideau et vont te voir à Contact West aussi. Et là, tout d'un coup, là, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la deuxième fois qu'ils te voient. Ils se familiarisent avec le projet. À quel point c'est important, selon toi, de faire justement tous les réseaux de diffusion, d'être là, d'avoir ces discussions-là avec les gens puis de créer son réseautage, en fait? Ben, tu sais, le plus grand, puis je l'ai dit tout à l'heure, la plus belle façon de te vendre comme artiste, de vendre ton spectacle, c'est de te faire voir. Il y a pas de mots assez convaincants pour tu sais vraiment réaliser l'ampleur de ton spectacle. C'est vraiment ça. Donc oui, d'aller vers les réseaux de diffusion, parce que tu sais Rideau, c'est quand même c'est un très gros événement en février, mais avant Rideau, il y a le Rosette qui fait aussi son événement Contact Rencontre d'automne, il y a même Rencontre de printemps, il y a des appels à projets. Il y a Réseau Scène aussi qui fait un événement Contact qui vient c'est des artistes qui viennent vraiment des diffuseurs, donc des diffuseurs dans Grande Couronne de Montréal jusqu'à l'Outaouais. Donc c'est vraiment les diffuseurs qui amènent des artistes pour faire découvrir à leurs collègues. Tu sais, Objectif Scène aussi qui font donc au-delà de Rideau, il y a quand même des façons aussi de faire voir son spectacle en déposant leurs offres de spectacle pour ces vitrines-là. Donc, Contact West aussi, Contact Ontario, tu sais, le mieux, c'est de se faire voir. Et, tu sais, outre de se faire voir aussi, d'avoir une offre de spectacle disponible sur Scène Pro pour vraiment montrer tu sais que votre spectacle est disponible à la tournée, c'est la meilleure façon aussi de faire partie de l'offre de spectacle disponible à la tournée. Donc oui, tu sais, il faut pas se gêner. Même les maisons de la culture, des fois, tu sais, à Montréal, donc des artistes, tu sais, ça peut aller très loin. Les maisons de la culture, là, dans plusieurs arts, ça peut être un spectacle même pluridisciplinaire lui-même. Donc donc il y a plusieurs appels à projets comme ça là qui faut se rendre au courant de tout ça pour avoir le plus possible de façon et d'opportunités de montrer ce qu'on fait vraiment. Puis en plus, tu sais, si les mêmes offres, tu sais, sont toujours un peu les mêmes, ben des fois ça pique la curiosité de faire, voyons, cette personne-là, elle a appliqué à vraiment plein de choses. Puis là de faire, hey, c'est peut-être ça vaut la peine aussi d'aller voir qu'est-ce qu'ils font. Il y a aussi tout être en personne puis faire une multiple vitrine ou même juste assister à des vitrines. Il y a aussi ce développement interpersonnel-là que tu crées avec les diffuseurs, cette relation durable qui devient une genre d'amitié professionnelle, si on veut, qui, je pense souvent, on sous-estime le pouvoir que peut avoir une bonne connexion avec un diffuseur, même si comme ton spectacle, c'est pas pour tout de suite, mais t'es une personne de cœur, t'es une personne que j'aime collaborer avec. Ça aussi, ça peut aller très, très loin.
Absolument. Puis ça, il y en a beaucoup, tu sais, des relations d'affaires qui deviennent des relations amicales. Ça demeure de l'humain, hein, c'est des relations humaines ici. Donc, c'est sûr que dans n'importe où tu vas dans un contexte professionnel, il y a des gens avec qui tu as plus d'affinité, puis d'autres un peu moins, puis c'est normal. Puis oui, c'est vrai que cette relation-là, elle est importante parce que souvent, c'est quand tu as déjà une excellente relation avec un producteur, tu vas peut-être avoir un peu plus de facilité à parler aussi ou à être franc tu sais, de ce que tu as pensé de l'artiste ou non. Donc, c'est sûr là, que c'est super important. Puis même pour l'artiste de vivre ces vitrines-là ou ces opportunités ou ces occasions, puis de côtoyer d'autres artistes qui sont dans les mêmes bottines, qui sont souvent il y a quand même un plus grand stress parce que tu sais c'est vraiment une façon ça passe ou ça casse entre gros guillemets mais tu sais de côtoyer vraiment le stress qu'ils font tu sais ensemble et d'être unis là-dedans, je pense que c'est beau tu sais puis moi je le vis pas comme ça en coulisses mais je suis certaine que ça peut créer vraiment des beaux moments là. Mais je pense que tu as super raison, Marilyn, que c'est pas juste le réseautage se fait pas juste évidemment tu sais avec les bookers et tout et les diffuseurs, ça se fait aussi entre les artistes. Puis on a parlé justement de première partie, on a parlé de trucs qui peuvent aider justement l'émergence. Fait que le fait d'être à l'arrière-scène, de voir des groupes qui sont peut-être un peu plus établis, des artistes qui sont plus établis, et puis admettons que l'artiste est dans l'émergence, ben ça peut faire des beaux liens aussi. De dire hey, nos styles musicaux fonctionnent bien. Quand on joue, par exemple, c'est un artiste, on va dire de Montréal, puis là il y aurait un artiste de Toronto, par exemple, il dit mais quand on va jouer à Toronto, on aimerait ça amener des gens aussi de ton coin, venez voir mon artiste de Montréal. Donc, on va te mettre en première partie de ce spectacle-là et ainsi de suite. Fait qu'il peut y avoir des trucs magiques comme ça qui se passent aussi grâce au réseautage de ce genre d'événements. Ben absolument. Puis tu sais après ça encore une fois tu sais si les deux artistes ne sont pas nécessairement représentés par les mêmes agences, ça devient encore une fois de la relation humaine. Puis quand ça vient de l'artiste de dire moi c'est cette personne-là que je veux en première partie, on peut pas vraiment aller à l'encontre de ça. Donc oui tout à fait. Ouais. J'ai une question. On a parlé de cette relation-là avec un artiste torontois, avec un artiste montréalais. Justement, de cette réalité-là, puis comment que on fait pour entrer tant le marché en tant que hors Québec, le marché québécois, mais aussi, on le vit aussi à l'inverse, puis je pense qu'on l'oublie des fois que quand des Québécois viennent faire des vitrines dans nos milieux, on est toujours comme « Hey, wow, là! » Comme, il y a pas beaucoup de choses, viens pas m'envoler. Tu sais, comment est-ce que vous le vivez, vous autres, à Rideau, puis que tu le vois avec tes membres de cette relation-là, tant que des hors-Québec viennent à Rideau ou que de vos membres, de leurs artistes, vont dans des vitrines ailleurs au pays? Ben nous, c'est sûr que tu sais, puis je comprends très bien la réalité de venez pas voler mes shows là, mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment c'est quand même un souhait là pour les artistes ici de venir faire des spectacles, peu importe où au Canada, puis peut-être même ailleurs. Tu sais, pour nous, vraiment au Québec, il faut savoir que on a des subventions pour accueillir des artistes hors Québec. Donc ça devient intéressant pour les diffuseurs d'accueillir ces artistes-là, même à l'événement Rideau. Donc, on a quand même, on essaie d'avoir quelques artistes hors Québec, du Canada, de n'importe où, pour justement pouvoir les faire voir, puis après ça, qu'ils puissent se faire programmer dans les salles du Québec. Donc, nous, on n'a pas de frein, même au contraire, plus de levier là, pour aider cette circulation-là. Je trouve qu'il y a vraiment une ouverture dans les dernières années par rapport à ça, par rapport au hors-Québec, qui puissent évidemment avoir une place pour pouvoir jouer, montrer leur musique. Ça a toujours eu lieu, bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle invitation du côté québécois. Puis je pense que c'est quelque chose à célébrer. Tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose de beau. Puis je pense que c'est tout en votre honneur, justement, Rideau, de mettre de plus en plus de place, justement, pour la francophonie canadienne aussi. Avec tout ça, évidemment, on parle, tu sais, il y a des déplacements, on va se le dire, quand on vient de loin, quand on doit voyager pour faire de la tournée. La réalité du coût de la vie a beaucoup monté.
Est-ce que tu vois que c'est un enjeu justement quand il y a à la tournée ou avec peut-être justement les différents cachets que tu vois, que ça peut être un problème pour certains diffuseurs de pouvoir accommoder justement ce genre de évidemment transport-là, mais aussi les repas, les per diem, les hôtels, tout ça et tout ce que ça l'invoque. Est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile ou on commence à être capable de pouvoir bien visualiser tout ça? C'est une très bonne question. Oui, oui, c'est sûr que c'est un enjeu. Le déplacement, l'hébergement, les per diem, c'est sûr et certain que c'est un enjeu. Après ça fait partie encore une fois d'une bonne discussion avec le producteur. Des fois, on est capable de faire moitié-moitié. Des fois, il y a de l'aide à la tournée aussi qui Oui. existe auprès d'instances gouvernementales. Mais oui, là, on pourra pas se cacher que c'est vraiment un enjeu. Après ça, pour la musique, des fois, c'est un petit peu plus facile parce qu'on parle pas des grosses productions de théâtre où ils sont 12, 14 sur la route et il faut loger ces gens-là parce que on peut plus vraiment les mettre en occupation double là, ici. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même, c'est certain que c'est un enjeu. Les gouvernements sont au courant et on essaye bien de faire de faire mettre cet enjeu-là sur les tribunes. Après ça, je sais qu'il y a des choses, c'est comme récemment, le Calque a donné des primes d'éloignement à des diffuseurs un peu plus éloignés qui pouvaient un petit peu aider à cette chose-là parce que, tu sais, des fois, il y a même, il y a parfois des artistes qui refusent de se déplacer aussi loin. Donc, oui, c'est un enjeu, puis ça serait bien le fun que ça se règle ou qu'on trouve un consensus parce que ce qui est plate aussi, c'est de savoir que les subventions versées pour ces aides à la tournée s'en vont dans des hôtels puis dans tu sais Oui, c'est pas dans- nécessairement dans les cachets là, non, qui finissent. exact, c'est pas l'artiste. Oui, l'artiste en bénéficie parce qu'il peut se déplacer voir un spectacle, mais quand même ces augmentations là qui sont quand même tu sais, plutôt, Flagrantes. non, flagrante est un très grand mot, mais tu sais, plutôt en tout cas. Fait que c'est ça. Il y a quand même, ouais, c'est problématique. Puis c'est dommage. Ben, je pense que je veux soulever une entrevue que Lou Adrienne Cassidy elle a fait, là, qui vient de tout racler là, à la disque. Oui, Dans une entrevue avec Radio-Canada, elle a dit qu'elle se paye 35 000 par oui, année. C'est ça son salaire. Et elle a pensé que c'est peut-être une des plus grandes artistes en ce moment qui a fait un méga spectacle aussi, qui a pas pu le faire beaucoup parce que justement, à cause de ces coûts-là, il était exorbitant. Mais de penser que cet artiste-là, qui est au sommet de la musique en ce moment, fait le salaire minimum environ ouais. comme salaire annuel, c'est quand même flagrant. Puis la question se pose, est-ce que le réseau puis l'industrie de la musique est en santé, selon toi? Ouf! Je m'attendais pas à une question aussi profonde. C'est sûr qu'il y a des lacunes, mais tu sais, comme dans tous les réseaux, là. Il y a des lacunes, mais tout le monde est là pour le mieux, pour faire circuler les artistes, pour faire découvrir les arts vivants au public. Je pense qu'on travaille tous et toutes dans cette avenue-là, les diffuseurs, les artistes, les producteurs, tout ce qu'on veut qui se passe, c'est que les communautés, puis les citoyennes et les citoyens se ramassent dans une salle de spectacle, puis découvrent en communauté, ensemble, quelque chose, un produit unique d'art vivant. Donc, tu sais, oui, il y a des lacunes, oui, le financement ne suit pas nécessairement, mais on fait tout notre possible pour que, tu sais, au bout du compte, ça soit ça, qu'il y ait des gens dans la salle, que l'artiste ait un public, que le public ait vécu un beau moment, que le public ait mis sur pause leur téléphone pendant 1 heure et demie pour être là avec l'artiste, avec les gens autour. Euh, donc, c'est ça. C'est une espèce de discours. Mais c'est très vrai, justement, que les gens puissent prendre un break de leur vie, des réseaux sociaux, de tout ça, pour pouvoir vivre un moment humain
avec des artistes, avec d'autres humains qui les côtoient. Déjà ça, c'est une récompense incroyable. C'est quelque chose qui est incroyable pour la société. Exact. Mais de voir aussi qu'il y a des nouveaux artistes qui réussissent. On en voit là, justement, Ludgane, c'est un super bon exemple, qui remplit ses salles, qui fait ses trucs, qui a commencé aussi au bas de l'échelle comme tout le monde, puis qui a travaillé pour se rendre. De voir que c'est possible aussi pour justement des jeunes, une jeune femme de pouvoir faire ça, c'est incroyable. Ça, je pense que ça peut démontrer justement aux nouveaux artistes à quel point c'est possible. Puis si on travaille fort, on s'entoure bien, qu'il peut avoir une réalité de ce genre qui existe, de pouvoir faire des spectacles devant des gens, devant des salles, avec des gens qui veulent acheter un billet pour venir te voir. Ouais. Fait que je pense qu'il faut pas oublier ça aussi. Tu sais, des fois, on voit souvent le côté négatif en tant qu'humain, mais il y a quand même du positif justement dans les dernières années. On voit qu'il y a des nouveautés et c'est pas juste des gens qui étaient déjà établis qui remplissent les salles. De plus en plus, il y a des efforts qui sont faits par les médias, mais aussi les gens qui nous entourent, l'industrie en général, pour pouvoir justement que ces artistes-là remontent puis se retrouvent dans des salles pleines. Oui, parce que mais aujourd'hui, on peut plus se baser sur les revenus d'un disque compact. C'est vraiment la seule façon d'encourager l'artiste, c'est d'acheter des billets pour aller le voir en salle. C'est ça. Après ça, des abonnements. C'est la marchandise. C'est ça, des abonnements sur les plateformes que l'on connaît, c'est pas là que ça va faire vivre notre artiste. Et moi j'ai trouvé ça vraiment pertinent aussi, la sortie de Lou Adrian qui a révélé son salaire. Ça relativise beaucoup. Je pense que les gens, en tout cas ceux qui l'ont écouté, ont dû faire un peu le saut là. Fait que le gros bémol de toute cette entrevue ici, c'est qu'il faut qu'on en remette à la mode des CD. Puis là, l'industrie va bien aller. Puis pour le théâtre, des DVD, n'importe quoi de physique, on va se faire une passe de cash puis on va être en santé. C'est bon, ramenons le CD. Je sais pas si ça va passer, par exemple. Peut-être pas. Mais on veut finir sur quelque chose de beau, là, parce que ça a pris un tournant un peu triste, là, quand on a parlé justement de l'industrie. Mais là, si tu avais un dernier conseil positif ou un état sur le réseau de diffusion canadien francophone, tant pour les diffuseurs que pour les artistes, que pour les bookers, ça serait quoi ton conseil que tu leur dirais? J'aurais le goût de dire à tout le monde de se parler, tout simplement. Tu sais, on peut faire de grandes choses juste en faisant une discussion. Des fois, il y a des freins par rapport à, tu sais, si on peut aller là. Il faut, tu sais, tout le monde est parlable, tout le monde est capable de mettre de l'eau dans son vin pour faire une occasion parfaite pour tout le monde. Puis, tu sais, pour les industries, je sais pas, là, j'ai comme le goût de dire ça. Après ça, aimez-vous, serrez-vous la main. T'as tellement raison. Puis, tu sais, des fois, je pense que c'est courriel, c'est beau, puis des trucs genre, mais prendre le téléphone ou bien faire des vidéoconférences, je pense que ça va loin de justement avoir le petit côté humain, la voix humaine. Fait que je pense que c'est de retourner à ça aussi, même quand on n'est pas justement en événement, de pouvoir garder ce lien-là. Le téléphone a perdu des plumes, là. On peut continuer de l'utiliser. Il fonctionne encore comme un vrai téléphone. Oui, il fait pas juste aller sur des plateformes, là. Il peut téléphoner. Il est capable. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir de te parler, puis de pouvoir un peu démystifier tout ça, puis peut-être donner justement des nouvelles pistes aux gens qui vont justement attaquer ça en 2026 avec les multiples places justement qui vont se rendre dans les réseaux de diffusion. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Puis c'est ça. On se dit à bientôt, j'espère. Ben oui, ça fait plaisir.